Et donc on va commencer avec Charles et la Sibérie. Je dis pas de bêtises. C'est ça. Je vais vous proposer un parcours qui sera trop rapide, je m'en excuse d'avance, à travers différentes sociétés du Nord et à travers différentes époques. Et on reviendra à la fin du parcours vers des parties occidentales plus familières de l'Eurasie. Donc je suis d'abord très heureux d'être présent ici et j'en suis très reconnaissant aux organisateurs. Je crois qu'il y a une grande stimulation intellectuelle qui est à la base de ce colloque. Merci à vous deux. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire le livre d'Emmanuel Guy, qui est un peu central dans cette réflexion, parce qu'il ouvre une problématique qui me tient à cœur, qui est la question du genre de relation qu'on peut établir ou supposer entre un certain type d'art, un certain type de société et puis un certain type de rapport au monde. Et comme il nous l'a rappelé, cette réflexion elle est basée sur notamment les travaux d'Alain Testard dans son ouvrage « Les chasseurs-cueilleurs, l'origine des inégalités ». Dans cet ouvrage, Testard remettait en cause la domestication comme facteur d'origine de l'avènement de la hiérarchie dans les sociétés. Il montre que d'une part, il y a des sociétés, des horticulteurs itinérants en Amazonie qui sont non hiérarchiques, et puis d'autre part, il y a des sociétés de chasse-cueillette sans êtres vivants domestiques à part le chien, qui sont hiérarchisées. Donc la vraie différence pour Testard, on la trouve dans le stockage alimentaire. Alors, je vais baser mon argumentation sur des exemples sibériens, pour beaucoup. Je vais montrer que le stockage alimentaire non plus n'est pas nécessairement une cause mécanique expliquant l'origine de la hiérarchie. Alors, mon approche est inspirée d'André Leroi-Gourhan, notamment de son ouvrage dans Le geste et la parole. Il met en parallèle la division du travail économique avec la division du travail mental, même s'il n'emploie pas exactement ces termes-là. Il s'agit de montrer que, d'une part, la division du travail économique entraîne des inégalités d'accès aux ressources matérielles, et bien d'autre part, la division du travail mental, elle va concerner des inégalités de savoir et de compétences. Dans l'évolution des sociétés, la division croissante du travail manuel va de pair avec une externalisation de la force physique et des gestes dans des machines. Et bien de même, dans la division croissante du travail mental, on voit une externalisation des images mentales dans des images matérielles. Les humains peuvent développer une iconographie dans deux dimensions, dans le visible et l'invisible. C'est-à-dire qu'on peut développer des images qui vont être matérialisées. Alors, toutes les images qui nous entourent dans la société, toutes sortes de formes, la publicité, les écrans et autres. Et on peut inclure là-dedans l'art pariétal. Mais il y a une autre dimension qu'on oublie souvent, en tout cas dans notre société, et ce n'est pas par hasard, c'est l'imagerie mentale. Il est important d'y être attentif parce que les différentes sociétés humaines ont fait des choix différents entre ces deux axes. Il y a des sociétés dans lesquelles on a développé une iconographie dans l'invisible, des traditions oniriques qui sont extrêmement importantes pour la transmission des savoirs, des statuts dans ces sociétés. Alors je pense aux sociétés de Sibérie du Nord-Est, d'Amérique du Nord, l'Australie, dans lesquelles on a cette même idée que pour bien vivre, il faut bien rêver. Et c'est dit textuellement aussi bien par des aborigènes d'Australie que par des Ojibwa d'Amérique du Nord. Et puis il y a des sociétés qui vont investir beaucoup plus dans la matérialisation des images. C'est le cas de l'Occident moderne. Et souvent, vous voyez qu'il y a ce que je schématise de façon très grossière dans ce schéma, une corrélation inverse. Plus une société investit dans une dimension, moins elle investit dans l'autre. Et c'est vrai que dans l'Occident moderne, eh bien, l'onirisme est vu comme un rebut de la vie mentale, ou en tout cas quelque chose qui va concerner dans les interprétations freudiennes l'individu.
dans son unicité, alors que les sociétés dans lesquelles le rêve est important, eh bien, c'est quelque chose de social, d'important dans les rapports au monde, l'imagerie mentale, et souvent dans ces sociétés, on voit très peu d'images matérielles. Alors, c'est un phénomène qu'on peut appeler aussi stockage symbolique externe croissant. C'est Renfrew qui propose cette notion. Pour lui, ça commence avec le Paléolithique supérieur et une sorte de paradoxe parce qu'avant le Paléolithique supérieur, eh bien, l'espèce humaine stocke très peu à l'extérieur. Donc, il y avait une vie culturelle, une vie mentale, mais qui demeurait finalement non matérialisée dans la tête des gens, bien sûr, et puis dans le langage, par des récitations de mythes peut-être, des récits de rêves et des transmissions de traditions oniriques de ce type-là. Voilà. Donc, c'est le cadre théorique que j'ai développé dans un ouvrage récent, Voyager dans l'invisible, si ça vous intéresse. Je ne vais pas le développer beaucoup plus ici. La question que j'aimerais poser ici, c'est est-ce qu'on peut discerner des relations entre stockage économique, dont il a été question beaucoup ce matin, et stockage symbolique. Les intuitions de Leroy-Gourhan, c'est qu'il y a des corrélations, mais son enquête, elle se limite à l'évolution des sociétés depuis le Proche-Orient, l'Occident. C'est une histoire un peu unilinéaire, assez évolutionniste, la façon dont il le présente. La question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'on va vérifier ça ailleurs ? Est-ce que le stockage symbolique peut être mis en rapport avec la hiérarchisation des sociétés ? Alors tout d'abord, il faut que j'explique pourquoi je prétends remettre en cause une partie de l'argumentation de Testard à propos du rôle déterminant du stockage dans l'avènement de la hiérarchie. Alors sa réflexion, sa démonstration de Testard, elle s'appuie notamment sur une comparaison entre les deux rives du Pacifique Nord, sur lesquelles on a côté sibérien et côté américain un même phénomène écologique de remontée estivale des saumons, donc avec une alternance saisonnière, ce que expliquait Emmanuel ce matin, qui fait qu'on va pêcher beaucoup de poissons l'été et puis les faire sécher, les conserver, différentes techniques, les fumer, les sécher, enfin, les faire fermenter aussi, faire de la poudre, et puis ça va permettre de s'alimenter l'hiver. Et on trouve les mêmes techniques finalement sur les deux rives du Pacifique, avec les mêmes effets de hiérarchisation sociale. Et c'est sur ce dernier point, à mon avis, que Testard va un peu vite. En tout cas, il conclut « Ces sociétés de pêcheurs ont une tendance intrinsèque à développer des inégalités sociales. » Alors, je prends ici un exemple des Itelmen, en me basant sur des sources primaires. Testard est sur des sources secondaires, plutôt, côté sibérien. Les Itelmen ou Kamtchadal, vous voyez, on les connaît par plusieurs descriptions du XVIIIe siècle. Ils pratiquent donc la pêche des salmonidés avec séchage, conservation, vous voyez, dans ces tentes sur pilotis. Ils sont donc des très belles ici gravures faites par Le Prince dans l'édition française de l'ouvrage de Krashenikov. On voit le fumage des saumons. Voilà la dame Itelmen avec au fond ces habitations estivales qui servent aussi de lieu de stockage. Donc des pêcheurs sédentaires. Au niveau de l'outillage, ils ont des outils d'obsidienne et des aiguilles en os de zibeline au XVIIIe siècle, pas de métal. Les poissons leur tiennent lieu de pain, disent les observateurs. C'est vraiment la nourriture de base, fumée ou fermentée. Il y a des différences économiques entre les maisonnées, qui sont induites par le stockage de poissons, mais qui ne donnent pas lieu à une forte différenciation en termes de statut. Il y a des gens aisés, des gens riches, mais ils sont écoutés attentivement, mais ils ne peuvent donner aucun ordre ni punir quiconque. Il n'y a aucune ostentation dans l'habillement, ni dans le mobilier, ni dans la maison. Pas de différence visible. Leur autorité sociale est donc très limitée. Il y a de l'esclavage. Il s'agit de prisonniers de guerre qui servent pour des échanges de prisonniers, pour des demandes de rançon.
c'est de courte durée, la situation d'esclave, et ce n'est pas systématique. On a très souvent aussi des ennemis qui vont être mis à mort plutôt que réduits en esclavage. Donc là, on se rend plutôt vers un système type comme en Australie. Hein. Il n'y a pas d'esclaves en Australie parce que tout simplement les prisonniers sont mis à mort. Au niveau des paiements dont parlait Christophe tout à l'heure, pas de Wehrgeld, pas de compensation pour un meurtre, mais des vendettas. Et puis au niveau des prestations matrimoniales, il n'y a pas de paiement de prix de la fiancée. Alors là, Testard, une citation de Testard, il dit « Les peuples qui n'utilisent jamais de biens matériels aux fins du mariage, tout en pratiquant le stockage, sont peu nombreux. Outre des cas mal documentés, comme celui des Kamtchadal, il compte une majorité de cas matrilinéaires, matrilocaux. » En fait, on a une documentation assez bonne pour les Kamtchadal, à la fois chez Krasheninnikov et chez Steller, qui nous montre sans ambiguïté, là je vous ai mis un extrait, qu'on est dans un système de service pour la fiancée. Ça signifie que pour se marier, le jeune homme ne doit pas apporter un prix de la fiancée, il doit travailler pendant 1 ou 2 ans auprès de son beau-père. Et ça, c'est important dans la différenciation sociale parce que les gens qui ont de l'influence, finalement, c'est des beaux-pères, c'est des hommes qui ont eu beaucoup de filles. C'est ça la clé pour avoir l'influence, c'est être capable de s'attirer autour de soi des gendres qui vont servir pendant plusieurs années. La résidence reste ensuite uxorie locale, donc c'est de la main-d'œuvre qui est présente autour de ce beau-père. Or, ce n'est pas quelque chose de transmissible, évidemment, puisque bien, le fait d'avoir beaucoup de filles, vous n'allez pas forcément le transmettre à votre fils. Ça. Donc il y a une part d'aléa et de reconfiguration des différenciations d'influence dans cette société. Alors ce n'est pas exceptionnel cette situation. On a tout à fait le même genre de société chez les Koryaks, sur le nord de la péninsule du Kamtchatka, chez les Tchouks, plus au nord, chez les Yukaghirs de la forêt. Chez tous ces gens, on a du stockage, parfois un peu d'élevage, parfois beaucoup d'élevage. Bon, mais chez les Tchouks, vous avez d'une part des pêcheurs sédentaires et d'autre part des éleveurs de rennes. Et dans tous ces cas, ces différents modes de subsistance n'ont pas d'influence sur les paiements. Il n'y a pas de paiement, tout simplement. Il faut travailler à la sueur de son front, mériter sa fiancée, et de même, seul le sang peut effacer une dette de sang. Je vais évoquer le cas des Nifres, qui sont plus au sud sur l'île de Sakhaline, qu'on appelait aussi les Giliaks. On a des sources de Schrenk dans les années 1860 qui nous décrit une société foncièrement égalitaire, avec une absence de toute autorité politique, pas de mot équivalent à chef ou seigneur dans la langue nifre, et c'est le cas en général chez les populations que j'ai citées. Pour Sternberg, il n'y a pas de patriarche, même les garçons de 12 ans sont écoutés comme des adultes. Alors il y a des individus influents qui sont riches. Et là, c'est là que le niveau idéologique est important. La richesse est conçue comme un effet de leurs efforts et de leurs chances. Par exemple, Sternberg raconte qu'à l'époque où il était à Sakhaline, au tournant du XXe siècle, il y avait un homme appelé Tanguy qui dominait les réseaux d'échange et qui était devenu le plus riche de l'ouest de l'île de Sakhaline. Pour les Nifres, sa richesse venait d'un talisman qu'il avait découvert par hasard sur un arbre dans les montagnes. Il n'y a aucune idée d'héritage de droit, ni de privilège, ou d'appartenance à un groupe supérieur. C'est foncièrement lié à sa relation personnelle avec les esprits de la montagne qui lui ont accordé une faveur, qui en réalité n'est pas accordée comme faveur juste à lui. De même que le gibier doit être partagé, de même ce genre de faveur doit être partagé. C'est une faveur faite au clan. C'est pourquoi, je cite Sternberg, « Toute tentative de monopoliser les dons des divinités impliquerait un juste châtiment. La plus grande ambition d'un tel homme est de manifester sa générosité et sa bienveillance envers tous. » Donc on a ici une obligation de redistribution, qu'on trouve dans beaucoup de cas. Mais là, ce qui est assez remarquable et qui fait toute la différence avec la côte nord-ouest, c'est qu'on n'a absolument pas ici un statut social rigidifié, aucune transmission par héritage de ce statut, pas d'aristocratie comme sur la côte nord-ouest, et pas d'obligation
des gens simples envers ce personnage éminent. Ils n'ont pas à lui fournir de tribut, ils n'ont pas à lui fournir une partie de leur prise à la chasse. C'est lui qui est endetté envers les gens et non l'inverse, pour reprendre les termes de Pierre Clastres. Or, ce mode de vie que je vous décris là, dans cette région, eh ben, il n'est pas récent, il se met en place au néolithique. C'est même ça qui définit le néolithique en Sibérie. C'est un habitat sédentaire lié à la pêche, avec certainement du stockage. C'est la poterie, c'est l'arc et les flèches. Voilà, c'est ça le néolithique en Sibérie. Il n'y a pas d'élevage ni d'agriculture. Donc ça a plusieurs millénaires. Donc on est dans des sociétés tout à fait stables, qui n'ont pas, je crois, une tendance intrinsèque à développer des inégalités sociales, comme le dit Testard. Elles ne sont pas une étape dans une transition vers la hiérarchie. Alors voilà quelques vues des villages des Nifres. Hein, ils sont bien sédentaires, il n'y a aucun doute. Ils sont bien pêcheurs, vous voyez, et stockeurs. Je précise quand même que la situation des paiements est ambiguë chez ceux-là, puisque il existe des paiements de virgule, de compensation en cas de meurtre, qui sont surtout sur le continent, plutôt mal vus, sur l'île de Sakhaline, et également paiement de prix pour la fiancée, quand il s'agit de mariages qui n'entrent pas dans les cadres des échanges de cousines croisées entre les clans. Alors, passons maintenant à l'intérieur du continent. On a des populations ici d'un groupe linguistique différent. C'est les Tunguso-Mandchous, à savoir les Zulch qui sont voisins directs des Nifres, les Oudégués, les Nanaï. Donc tout ça, c'est sur le bas du fleuve Amour. Ce sont également, au niveau économique, des pêcheurs-stockeurs sédentaires. Par contre, on est dans quelque chose de tout à fait différent sur les autres niveaux. Au niveau des paiements, cette fois, ça marche. Il y a du vergel pour meurtre, pour blessure, paiement de prix de la fiancée, incluant des bijoux, certains de métal, d'autres de pierre, comme des disques de jade, comme ce que vous voyez ici, et que je ferai bien entrer dans la catégorie des biens W de Christophe. Et de tels disques de jade étaient aussi d'ailleurs utilisés par les chamans sur leurs ornements. Si on va plus loin, chez les Yakoutes dans l'intérieur des terres, là on a des chefferies, des seigneurs héréditaires, qui s'appellent les Toyon, possédant des grands troupeaux. On est dans du pastoralisme, et de l'esclavage avec des morts d'accompagnement, un esclavage interne avec mort d'accompagnement qui existe aussi chez les Zulch. Donc, à quoi tient cette différence nette entre les pêcheurs sédentaires de la côte paléo-asiate, dans lesquels on ne voit pas de stratification sociale, et les pêcheurs sédentaires altaïques? Faisons un petit bilan. Donc, on voit ici la répartition de différents critères d'évaluation de l'importance des richesses et des inégalités dans ces sociétés. Ouais, vous voyez que chez les Zulch, qui ont le même mode de subsistance que les Itelmen, les Nifres, eh bien, nous voyons l'esclavage interne, le prix de la fiancée dominant, le vergeld, comme chez les pasteurs, alors que chez les autres sociétés plus bas, dans mon tableau, également pêcheurs-stockeurs, on a l'esclavage interne, mais externe, donc des prisonniers de guerre, mais pas interne, et puis généralement pas le prix de la fiancée dominant ni le vergeld. Alors, si on compare avec la côte nord-ouest américaine, si je prends mes sociétés côtières sibériennes et les sociétés de la côte nord-ouest américaine, eh bien, on a une série ici de ressemblances au niveau de mode de subsistance, stockage de poissons, résidence sédentaire, des différences dans l'esclavage, avec des morts d'accompagnement sur la côte nord-ouest, mais pas du côté sibérien. Et puis, ce que je vous disais, une stratification sociale rigidifiée sur la côte nord-ouest, mais pas du côté sibérien. Passons au paiement. Alors ici, j'ai répertorié sur la carte la distribution des prestations matrimoniales dominantes chez les différentes sociétés, avec vous voyez, prix de la fiancée en rouge, service pour la fiancée
en bleu. Et il est frappant de constater qu'on a une sorte d'inversion entre la côte sibérienne et la côte américaine. En Sibérie, on a une absence de paiement dominant sur la côte, chez les peuples paléoasiates, et en revanche des paiements dominants à l'intérieur des terres. En somme, c'est un peu l'inverse du côté américain, avec des paiements dominants sur la côte, notamment chez les Esquimaux de l'île Kodiak, d'après les sources russes du XVIIIe, chez les Aléoutes, chez Tlingit, et puis les peuples plus au sud, qui pratiquent prix de la fiancée et dot. Et en général, une absence de paiement à l'intérieur des terres, chez les Athapascans, qui sont des chasseurs-cueilleurs non-stockeurs. Donc pas de surprise de ce côté-là. Alors, pour que la richesse ait un rôle structurant dans les relations sociales, il faut bien sûr de la richesse, mais ça ne suffit pas. Il faut un niveau idéologique déterminant. Et là, j'emprunterai une distinction à Philippe Descola entre ce qu'il appelle l'hétérosubstitution et l'homosubstitution. L'hétérosubstitution, c'est le fait qu'on puisse échanger des biens contre des personnes. Donc, compenser la mort de quelqu'un par des biens, c'est le Vergelt, ou bien compenser des droits qu'on prend sur une femme par le paiement d'un prix de la fiancée. Ça, c'est l'hétérosubstitution. Et l'homosubstitution, c'est quand on ne peut remplacer une personne que par une personne. Ce principe idéologique, il est fondé, je crois, sur des conceptions différentes de la personne. J'ai opposé un principe d'autonomie de la personne à un principe plus général de substitution. On se fait un décalage partiel par rapport à la distinction de Descola. Il y a substitution quand on peut substituer des biens à des personnes, c'est ce que Descola appelle l'hétérosubstitution, et en plus quand des personnes peuvent se substituer à d'autres personnes pour payer ces biens qui remplacent d'autres personnes. C'est-à-dire qu'en général, le Vergelt ou le paiement du prix de la fiancée, ce n'est pas le fiancé lui-même ou le frère du défunt, tout seul qui va le payer, c'est tout un collectif. Et typiquement, pour le fiancé, ça va être son père, ses oncles, ses cousins qui vont payer à sa place. Et c'est tout à fait différent des sociétés dans lesquelles prévaut le principe d'autonomie, dans lequel le fiancé doit mériter lui-même sa fiancée à la sueur de son front. Et il n'y a pas de négociation. Dans ce cas-là, il n'y a pas des émissaires qui sont envoyés pour définir le prix d'échange, le prix de la fiancée. C'est une relation entre deux personnes, entre le gendre et son beau-père. On ne délègue à personne d'autre la négociation avec l'altérité. Or, il se trouve que ce principe-là, il est également actif du côté des relations cosmopolitiques de ces populations avec l'altérité. Là, j'ai distingué deux types de grandes traditions rituelles à partir d'un examen comparatif des traditions chamaniques. En gros, un monde hiérarchique dans lequel prévaut le principe de délégation des relations avec l'altérité, délégation à un spécialiste qui se substitue au profane, et dans l'autre univers hétérarchique, un principe d'autonomie de l'individu qui gère lui-même ses relations avec le milieu vivant, notamment par les visions et par le rêve. Ça se matérialise concrètement dans deux dispositifs rituels en concurrence à travers la Sibérie. La tente sombre, d'un côté, qu'on retrouve également en Amérique du Nord, c'est pourquoi vous avez ici une image des Ojibwa d'Amérique du Nord. Ça se fait dans l'obscurité. L'officiant est ici un expert dans les termes de Jacques Pellegrin, qui était cité tout à l'heure par Christophe. Il est expert, il possède mieux qu'un autre les techniques, mais il n'a pas d'instrument différent des autres. En tout cas, c'est la définition que j'avais retenue, moi, de Pellegrin. Il n'a pas de monopole sur des objets rituels. Et dans la tente sombre, il est dans le noir, il est ligoté, il s'éclipse, il est censé disparaître, et il va faire venir des voix, des esprits, avec lesquels chacun va pouvoir parler. Donc là, c'est un facilitateur de relations individuelles. Et ce rituel-là, la tente sombre, on le trouve chez les Paléoasiates, chez les Esquimaux, et en Amérique, chez les Athapascans et les Algonquiens. Puis d'un autre côté, vous avez un autre monde chamanique qui est hiérarchique et qui utilise la tente claire comme
rituel vraiment exemplaire. Ça se fait, comme son nom l'indique, à la lumière. Cette fois, l'officiant, c'est un spécialiste. Il a le monopole sur un certain nombre d'instruments que les autres ne peuvent pas posséder ni même toucher, sinon il meurt. Et son corps est au centre de la scène. En lui viennent s'incarner toutes sortes d'esprits. Il a un costume important, il peut avoir des masques sur la côte nord-ouest. Il est le centre de l'action et la négociation, c'est lui qui l'amène. Il est un diplomate indispensable. Or, surprise, quand on superpose la distribution de ces types de chamanisme avec les types de prestations matrimoniales, eh bien ça coïncide. Vous avez une coïncidence entre eux, en gros, évidemment il y a des recouvrements par endroits, mais voilà, de façon grossière, on voit qu'on a des zones assez homogènes dans lesquelles vous allez trouver d'une part des paiements et d'autre part, sur le plan religieux, des traditions hiérarchiques. Et puis un autre monde dans lequel vous avez d'une part un service pour la fiancée et d'autre part un chamanisme qui utilise l'obscurité, qui se joue dans la tente sombre et qui développe plutôt des traditions oniriques. Alors, je vais accélérer tout ça, je viens de vous le définir. Bon, la question que je me suis posée là, c'est est-ce que dans ces deux mondes, on a manifestement des différents modes de division du travail mental, des divisions de l'accès à l'invisible? Est-ce qu'on a des usages différents des images matérielles? Alors, chez les Athapascans, je vais commencer par l'Amérique. Chez les Athapascans, eh bien, l'iconographie n'est pas très... il n'y a pas de profusion iconographique comme sur la côte nord-ouest, qu'on va le voir, et comme Marie va le montrer tout à l'heure. Les images sont peu nombreuses. On en trouve, vous voyez par exemple sur un carquois, des animaux peints en rouge. Ici, vous avez un costume Gwich'in ici. C'est aniconique, c'est des ornements qui ne figurent pas des êtres vivants. Et puis par contre, eh bien, en gros contraste sur la côte nord-ouest, avec un art splendide, exubérant, accompli par des artistes professionnels, spécialisés. Et en termes de représentation des êtres, est-ce qu'on a une différence dans la façon dont les relations entre les existants sont figurées? Alors oui, c'est ici un style tout à fait typique. Je ne vais pas m'étendre parce que Marie en parlera tout à l'heure infiniment mieux que moi, mais voilà, ce qui me frappe ici, c'est le phénomène de, déjà le mât, je vais en montrer d'autres tout à l'heure, d'imbrication des êtres dans une composition totalisante. On va avoir une mise en page de l'espace récurrente comme ça, avec la superposition verticale et des effets d'enchâssement. Vous voyez un petit personnage à l'intérieur de l'oiseau, en haut. Quelque chose qu'on retrouve à différents niveaux. Ici, une couverture avec des enchâssements de différents individus, une composition extrêmement forte dans laquelle on est frappé de voir à quel point chaque partie a sa place à l'intérieur de la totalité. À droite, un blason clanique avec un castor à l'intérieur d'un ours. Ici, des masques, on évoquait tout à l'heure. On voit là un art naturaliste, on pourrait dire, extrêmement brillant. Bon, les Russes ont été frappés par la ressemblance entre ces traditions des Tlingits et celles qu'ils connaissaient pour les avoir rencontrées avant, dans leur progression vers l'Alaska, à l'intérieur de la Sibérie. Là, c'est une photo qui vient d'une exposition ethnographique soviétique où on vous met face à face le chaman Tlingit à droite et un chaman Evenki de Sibérie à gauche. Effectivement, on est frappé de voir une sorte d'affinité entre ces traditions dans l'ostentation de nombreuses figures qui sont autant de lieux d'incarnation, de relations avec tout un réseau d'entités non humaines. Quand on se dirige maintenant vers l'autre monde que j'appelais hétérarchique, il y a beaucoup moins d'images. Alors là, je vous montre la fête principale chez les Nifres, la fête de l'ours au milieu du 19e siècle. C'est à cette occasion qu'on fabrique des images. Il y a un grand festin.
Et là, on fabrique des objets avec une iconographie qui représente les ours qui ont été mis à mort. Ici, il y en a qui ont été répertoriés. Donc, c'est sur des plats qui vont recevoir la viande de l'ours mis à mort. Alors, très rapidement, les nifres ont pour usage d'adopter des oursons qui vont faire grandir et puis sont mis à mort au bout de quelques années. C'est l'occasion d'un grand festin dans lequel on accueille un tas de gens. Et donc, en mémoire de cet ours, des plats sont sculptés, mais sont conservés longuement. Il y a un aspect pictographique là-dedans, puisqu'on représente la scène dans laquelle il a été capturé, l'ours, sous forme d'empreinte. Il y a un tabou sur la représentation de la rencontre entre l'humain et l'animal. Alors, je saute rapidement, on passe au Tchouktches. On est dans le même monde hétérarchique. Chez les Tchouktches, il y a une iconographie dans des habitations. Là, c'est une habitation c'était fait au XVIIIe siècle, l'image. Quand les Tchouktches étaient sédentaires, ils sont devenus beaucoup plus nomades au XVIIIe, XIXe siècle. Là, ils ont une habitation dont la structure est faite de côtes de baleine sur lesquelles sont représentées des scènes. Et c'est des scènes concrètes de chasse. C'est un enregistrement à nouveau en partie pictographique qui consiste à être un support de mémorisation d'événements marquants, mais singuliers. Maintenant, je repasse aux traditions hiérarchiques, mais cette fois côté sibérien. Alors, ce qui est frappant là-dedans, c'est l'ostentation, à nouveau, le fait que le chaman a un costume avec énormément de pendeloques, certaines aniconiques, d'autres représentatives, et tout ça est très organisé. Alors, les observateurs, les premiers disent « Ah, c'est la transe, c'est sauvage, c'est du délire », et puis plus l'ethnographie, on s'est rendu compte que les chamans yakoutes chantent des chants rimés, extrêmement riches, et que toutes ces pendeloques, ce n'est pas un fouillis chaotique, c'est organisé. Vous voyez des bandes de cuir sur lesquelles les pendeloques sont fixées, ça représente des différents niveaux cosmiques. Il y a le soleil, la lune, l'entrée du monde inférieur. C'est un véritable cosmogramme. C'est une carte du cosmos basée sur une hiérarchisation verticale et des asymétries horizontales. Chez les Nanaï, les Oudégués ou les Oultches, on a finalement un système assez semblable. On est dans les traditions hiérarchiques avec des chamans héréditaires qui ont un monopole sur le tambour, sur le costume. Et ces costumes sont marqués par une organisation de l'espace extrêmement hiérarchisée, centrée, symétrique, à laquelle les figures prennent place. Et on le voit également sur le tambour, des effets de mise en abîme, d'enchâssement des figures les unes dans les autres, de représentation du tambour à l'intérieur du tambour. C'est les deux petits cercles à côté du personnage central en bas du tambour. Eh bien, c'est le tambour lui-même. On trouve également des mâts. Alors, on a peu de documentation là-dessus, sur leur signification, mais ça peut faire penser aux mâts héraldiques qui se trouvent de l'autre côté du Pacifique, sur la côte nord-ouest. Voilà, ce système de cosmogramme est prégnant à travers toute la Sibérie, dans les contextes hiérarchiques. Ce sont des traditions qui produisent une iconographie qu'on peut dire holiste, dans le sens où c'est centré sur les relations que les parties peuvent avoir avec la totalité. Chaque partie a sa place selon l'axe vertical, l'axe horizontal, et la totalité est elle-même mise en abîme à l'intérieur de l'image, comme vous le voyez avec, à gauche, là, 3 chamans représentés à l'intérieur du tambour chamanique, portant eux-mêmes des tambours chamaniques, dont on voit la structure et dont on voit même à l'intérieur du tambour la représentation d'un autre tambour. C'est l'effet Vashkiri. Alors, bon, essayons de conclure là-dessus. On voit une différence de style iconographique, je crois, entre les traditions hiérarchiques et les traditions hétérarchiques. Il y a des points communs dans les mondes hiérarchiques, soit du côté américain ou du côté asiatique, avec une iconographie fondée sur des espaces centrés, des compositions avec des axes verticaux et horizontaux, des effets de symétrie,
des enchâssements, des mises en abîme et une iconographie que je qualifierais de holiste, centrée sur la question de la relation entre le tout et les parties. Alors que dans les mondes hétérarchiques, nous voyons beaucoup plus des juxtapositions d'individus, des scènes quelquefois, mais qui peuvent être regardées de différents points de vue, et pas de représentation d'une totalité cosmique. Maintenant, si on essaye de comprendre d'où tout ça peut venir, comment émerge dans l'histoire de ces sociétés nord-asiatiques cette différence entre les mondes hétérarchiques et les mondes hiérarchiques, et cette iconographie holiste, est-ce qu'on peut en voir des traces dans le passé? Et on va se projeter loin dans le passé, jusqu'au paléolithique supérieur. Essayons de voir qu'est-ce qu'on peut discerner là-dedans comme style. On a ici à gauche une gravure du plateau d'Oukok dans l'Altaï russe, qui a été mise en rapport par Emmanuel Guy avec un cheval. C'est un cheval à gauche, un cheval à droite de la vallée de la Koha. On note l'absence de milieu, absence de narration. On a ici un individu isolé. Il n'est pas inclus dans une scène. Au niveau du style, on retrouve des éléments qu'Emmanuel Guy avait soulignés dans la vallée de la Koha, avec certaines lignes. Je parle du cheval à gauche, je ne sais pas si tu confirmes. J'ai aucun souvenir de cette publication, c'est pour ça que Mais c'est dans ton livre, il me semble. La gravure de Lecoq ? Oui. Ah bon ? Non, tu l'as peut-être pas publié, mais tu la cites. Et il y a quand même là, j'ai la citation très proche des œuvres. C'est intéressant parce que j'étais perdu là. D'accord. Ah oui, c'est dans le livre. Oui. Et tu dis que. Tu te rappelles de ce livre? Très proche des œuvres Gravetto solutréennes. Tu vas plus loin que moi. Oui. Mais je trouve ça. Veuillez laisser finir l'orateur, s'il vous plaît. Voilà. Alors ensuite. Il doit justement, raison de plus. Je dois finir, d'accord. Et les époques ultérieures en Sibérie, nous avons les pétroglyphes de la rivière de la Tome sur des falaises le long de la vallée, avec des élans de ce type-là, des scènes avec un assez... Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est naturaliste ou pas, mais en tout cas des figures d'élan... souvent, oui, assez détaillé, assez réaliste par rapport aux époques ultérieures. Beaucoup moins de soins sur les personnages anthropomorphes, c'est beaucoup plus bâclé. Et une super... Disons que moi, je ne distingue pas la volonté de représenter des scènes, en tout cas, pas de scène de chasse en tant que telle. On a un humain laïti-phallique avec souvent des aspects sexuels. C'est assez fréquent, des humains en érection près d'un élan femelle. Mais pas de représentation véritablement de narrativité sur une scène de chasse, pas de composition cosmique, qu'on va voir émerger beaucoup plus nettement à l'âge du bronze, avec clairement un tournant narratif aux alentours du Baïkal, et puis des scènes où on a le sentiment ici d'une organisation de type cosmographique, je trouve, avec des grands personnages centraux, entourés de différents êtres dont la disposition n'est pas liée au hasard. On sent un ordonnancement hiérarchisé en fonction de la verticalité. Voilà un autre exemple. À une époque où, au niveau archéologique, on a un tournant hiérarchique dans le passage de la fin du néolithique à l'âge du bronze. Alors on le connaît par des cimetières de chasseurs-cueilleurs, des cimetières extrêmement riches qui sont étudiés depuis la fin du 19e siècle, et il y a des études en cours. Et on a une rupture entre alors c'est autour du Baïkal, bon, j'abrège, une rupture entre le néolithique, époque à laquelle on a assez peu de dépôts, une vingtaine d'objets, des objets utilitaires, et puis à l'âge du bronze, on voit apparaître des parures beaucoup plus fournies, des objets manifestement de prestige,
ici des disques et des anneaux de jade. Et vous avez là le tableau à gauche avec la comparaison entre late néolithique à gauche et puis early Bronze Age à droite sur la distribution des biens à l'intérieur des tombes, donc des biens plus nombreux et inégalement répartis, avec des tombes où il n'y en a presque pas et d'autres où il y en a 150. Dans un contexte où on est 2000 ans avant l'apparition de l'élevage, donc là, assurément, ça confirme le fait qu'on a bien des inégalités, indépendamment de la domestication. Et en lien, et c'est ce que je trouve intéressant, avec l'apparition de références cosmiques sur les costumes. Et c'est l'hypothèse que j'aimerais suggérer pour finir, qu'il y a un lien entre l'ostentation, l'émergence de l'ostentation. Ostentation de quoi? De relations avec des groupes lointains, parce que le jade, il vient de loin, il vient de 500 km, mais aussi avec les non-humains, c'est pas distingué, parce qu'on trouve énormément de restes phoniques qui manifestement étaient utilisés comme pendeloques à côté de ces objets précieux. Ici, vous voyez des figures anthropomorphes sur ce squelette dans une tombe de Glasgow de l'âge du bronze, qui a beaucoup frappé les spécialistes parce que on a manifestement un plastron qui est exactement sur le même modèle que les plastrons contemporains des chamans de la même région. Donc, ostentation de relations organisées. Organisées dans un cadre qui a deux axes, la latéralité et la verticalité, qui est le corps humain, et qui va ensuite inspirer un art qui se développe dans ces régions à travers les steppes, un peu plus tardivement, qui est l'art des stèles, où le corps humain sert de cadre à la représentation du cosmos. Et ça, c'est un point qui est central dans toute l'iconographie des traditions chamaniques hiérarchiques, le fait que donc, les êtres du monde vont être représentés de façon organisée dans une totalité qui est dessinée par un corps humain. Donc pour conclure, au sein de ces différentes sociétés de chasseurs-cueilleurs sédentaires ou pêcheurs-stockeurs, eh bien, nous voyons des différences très très profondes sur le plan du statut social, de l'idéologie, des rituels, des rapports au monde, qui doivent être mis en relation, je pense, avec un niveau idéologique, avec des conceptions de la personne. Et tout ça doit être mis en articulation avec les paiements, mais aussi avec l'iconographie. Donc je militerai pour une approche globale qui va intégrer l'économique et le mettre en relation avec le religieux, avec l'iconographie et avec les conceptions de la personne. Voilà, je vous remercie. Bon, eh bien, merci évidemment à Charles pour cette intervention extrêmement stimulante. J'aurais bien des choses à dire et surtout à lui demander, mais j'ai déjà épuisé mon quota de préemption de parole ce matin, comme Emmanuel avait déjà peur. Et je passe donc immédiatement la parole à qui la veut pour... Ah ben voilà, oui d'accord, tu m'étonnes. C'était pas par souci de justice en fait que tu t'insurgeais. C'est tout l'endroit. Oui.